un chalet enfermé dans le silence, mais les murmures persistent. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave, dites-moi, d'où vous connectez-vous? Vos pensées donnent vie à cette histoire. Entrons. Le village de Little Brimwell somnolait sous le soleil de fin d'été. Ses jardins étaient impeccables, ses haies taillées. Ses maisons aux rideaux de dentelle et aux porches impeccables semblaient irrémédiablement inquiétantes. Mais comme Miss Jane Marple le savait bien, les villages les plus innocents cachaient souvent les choses les plus curieuses. Assise dans un coin du salon de thé Rose and Crown, elle observait l'agitation des villageois se préparant pour la foire annuelle des récoltes. Et elle lisait sur leurs visages les mêmes nuances d'envie, de ressentiment et de fierté qui animaient toutes les fêtes rurales qu'elle avait connues. Ce matin-là, on ne parlait pas seulement de produits ou de prix. Des murmures circulèrent sur les tables polies d'une chaumière au bout de High Street, dont l'une était restée fermée à clé depuis longtemps et restée intacte. Elle appartenait à feu Henry Willoughby, un colonel à la retraite au tempérament curieux, décédé sans famille quelques mois auparavant. La chaumière était restée scellée depuis, le notaire expliquant que ses papiers étaient en désordre et que la propriété ne pouvait pas encore être rendue. Les villageois avaient accepté cela avec une certaine résignation, jusqu'à la veille, lorsqu'un garçon envoyé à la poursuite d'une balle perdue a juré avoir vu une bougie allumée à sa fenêtre au crépuscule. Lorsque l'histoire se répandit dans le salon de thé, brodée à chaque récit, ce n'était plus une bougie, mais une silhouette, une ombre debout à la fenêtre regardant au dehors. Madame Dawlish déclara qu'il devait s'agir de cambrioleurs, tandis que Madame Hartnell insistait sur le fait qu'il s'agissait de contrebandiers, bien qu'elle ne pût expliquer pourquoi des contrebandiers s'installaient dans une chaumière enclavée. La jeune Alice Martin, servant le thé d'une main tremblante, murmura qu'il s'agissait sûrement d'un fantôme. Chaque suggestion devenait plus extravagante, jusqu'à ce que la pièce entière vibre de malaise. Miss Marple, remuant son thé avec un calme délibéré, songea à la rapidité avec laquelle l'imagination des villageois prenait le dessus. La nature humaine, pensa-t-elle, était bien moins inventive et bien plus cohérente. S'il y avait de la lumière dans la chaumière fermée à clé, c'était sans doute parce que quelqu'un avait une raison d'être à l'intérieur, et la raison ne s'éloignait jamais de l'argent, de l'orgueil ou du secret. Pourtant, elle garda ses réflexions pour elle, se contentant d'une remarque anodine sur le fait qu'il était curieux qu'une porte fermée à clé suscite si souvent plus d'intérêt qu'une porte ouverte. Ces paroles, prononcées avec une apparente innocence, firent frémir Madame Hartnell. Dans l'après-midi, l'histoire avait dépassé le cadre du salon de thé. Chez l'épicier, M. Pritchard déclara soupçonner depuis longtemps le colonel de dissimuler des objets de valeur. À la poste, Madame Harkness affirma qu'il était de notoriété publique, qu'il ne faisait jamais confiance aux banques. Et le soir, la femme du pasteur, Madame Fletcher, confia ce souvenir que le colonel avait un jour murmuré à propos de papiers à ne jamais toucher. Chaque rumeur avait sa saveur particulière, mais toutes s'accordaient sur un point. Quelqu'un avait dû pénétrer dans le cottage, et personne n'avait le droit d'y être. L'affaire n'aurait peut-être été qu'un bavardage animé sans le cri. Il fut entendu juste après la tombée de la nuit par plusieurs villageois. Un cri aigu et perçant qui résonna dans la verdure, suivi d'un bruit de bois qui se fend. Des lumières s'allumèrent aux fenêtres, des portes s'ouvrirent, et bientôt une foule se rassembla devant la chaumière verrouillée. La porte, autrefois si hermétiquement fermée, était maintenant entr'ouverte, sa serrure complètement forcée. Les villageois jetèrent un coup d'œil à l'intérieur, mais n'osèrent pas entrer. L'air sentait vaguement la poussière et autre chose, quelque chose de métallique, désagréable, comme du fer laissé trop longtemps dans l'humidité. Ce fut le vicaire qui alla chercher l'inspecteur Cray à la ville voisine, et ce fut l'inspecteur, essoufflé d'irritation, qui franchit le seuil le premier. Quelques minutes plus tard, il revint, le visage grave, et déclara qu'un homme gisait mort dans la chaumière, la tête cruellement frappée, le corps effondré près d'une lourde malle. La malle elle-même avait été forcée, son contenu éparpillé sur le sol, papier,
lettres et quelques médailles luisant faiblement à la lumière de la lampe. Des exclamations de surprise parcoururent les villageois. Madame Dawlish fit le signe de croix. Madame Hartnell s'évanouit dans les bras de M. Pritchard, et Alice Martin devint pâle comme la craie. Un meurtre à Little Brimwell. De mémoire d'homme, un tel événement était inédit. L'inspecteur Cray ne perdit pas de temps à affirmer son autorité. Il lança des ordres pour retenir tout le monde, mais les villageois l'ignorèrent comme seuls des villageois le pouvaient, se penchant plus près et chuchotant plus fort. Miss Marple, discrètement postée à l'arrière de la foule, ne dit rien. Elle observa la porte brisée, les visages de ceux qui l'entouraient, les tremblements de leurs mains, les lueurs d'expression vite dissimulées. Elle remarqua qui chuchotait trop vite, qui fixait trop longtemps le coffre ouvert, qui reculait comme brûlé. C'étaient là, elle le savait, les véritables preuves, non pas les papiers par terre, ni même le corps lui-même, mais les petites trahisons de la nature humaine. L'inspecteur marmonnait des histoires de cambrioleurs dérangés, de chasseurs de trésors. Il semblait prêt à déclarer l'affaire réglée dans l'heure. Pourtant, Miss Marple, ses yeux bleus perçants sous ses sourcils blancs, pensait à la maison fermée à clé du colonel, au ressentiment murmuré, à la lumière aperçue à la fenêtre. Elle savait, avec la certitude de longues années d'observation, que la vérité ne serait pas si simple. Le meurtre naissait rarement d'inconnus. Il naissait plutôt du terreau de la familiarité, arrosé de rancune et de désirs cachés, tandis que les villageois se dispersaient enfin, chassés par les paroles sévères de l'inspecteur. Miss Marple rentra chez elle à son rythme tranquille. Son tricot l'attendait dans son salon, sa bouilloire prête pour le thé du soir. Pourtant, son esprit travaillait déjà, ressassant les fragments de la journée, la porte verrouillée, le coffre, le cri, les visages. Quelque part dans ces fragments se trouvait la forme de la vérité, et Jane Marple avait bien l'intention de la trouver. Le lendemain matin, tout le village de Little Brimwell semblait chuchoter. Chez le boulanger, chez la modiste et à la poste, le même sujet revenait avec une énergie inlassable. La chaumière, la serrure cassée, le corps à l'intérieur. Personne ne parlait de la foire des moissonneurs, pourtant à quelques jours de là. Personne ne s'informait du temps qu'il faisait, ni des livraisons de lait. Toutes les conversations ramenaient aux morts et aux secrets qu'il avait peut-être découverts dans la vieille malle du colonel Willoughby. Le bourdonnement des ragots était si constant qu'il semblait résonner comme un second battement de cœur pour le village, bourdonnant dans chaque salon et chaque ruelle. Madame Dawlish, lourdement appuyée sur son parapluie, déclara avec certitude que le défunt était un vagabond. Elle avait toujours dit que la maison du colonel était un appât trop tentant pour les voleurs. M. Pritchard, occupé à balayer le perron de son horlogerie, railla cette idée, affirmant que l'homme avait l'air trop bien chaussé pour un vagabond, lorsque les hommes de l'inspecteur l'emportèrent. À cela, Mme Hartnell rétorqua haut et fort que les cambrioleurs s'habillaient mieux aujourd'hui que les gentlemen, pour ne pas être soupçonnés. Chez l'épicier, Mme Harkness baissa la voix pour dire qu'elle avait entendu dire, mais sans vouloir le dire de qui, que le défunt était un clerc de notaire de la ville voisine, venu voler de vieux papiers abandonnés. Et Alice Martin, jeune et les yeux écarquillés, murmura à son amie qu'elle avait entendu sa mère dire à quelqu'un que les poches de l'homme étaient complètement vides, comme si elles avaient été nettoyées à blanc. Chaque récit devenait plus élaboré, plus sûr de lui, même si la vérité restait obscure. L'inspecteur Cray était partout, trépignant de notes et d'ordres, sa voix résonnant à travers les ruelles. Il avait déjà choisi une voie, le vol interrompu. Dans son esprit, l'homme s'était introduit dans la maison, avait forcé le coffre et avait été abattu par un complice inconnu lors d'une querelle de butin. Il répétait souvent cette théorie, avec une telle conviction que le jeune agent commença à y croire sans réserve. Pourtant, son assurance ne calma pas les villageois. Au contraire, ses fanfaronnades semblèrent les perturber davantage, car ils connaissaient mieux leur village que lui. Les étrangers ne se promenaient pas souvent à Little Brimwell. Lorsqu'ils le faisaient, les villageois remarquaient chaque détail.
Un homme n'aurait pas pu rester longtemps dans une maison fermée à clé sans se faire remarquer. Miss Marple, quant à elle, se déplaçait discrètement, son tricot toujours avec elle, son attitude aussi pressante que d'habitude. Elle écoutait chaque récit avec une attention douce, hochant la tête si nécessaire sans jamais contredire. Lorsque Madame Dawlish répéta ses accusations contre les vagabonds, Miss Marple fit remarquer avec douceur qu'elle avait souvent constaté que les cambrioleurs étaient plutôt du coin, car il fallait savoir quand une maison serait vide. Lorsque Madame Harkness affirma que le défunt était un employé, Miss Marple se demanda à voix haute si les employés cassaient souvent les serrures eux-mêmes ou s'ils utilisaient plus souvent des clés. Elle laissait ses remarques dériver comme des mailles qui tombent, sans jamais insister, sans jamais sembler mener à une conclusion. Pourtant, elle remarqua quel visage pâlissait, quel regard fuyait, quelle voix tremblait sous leur dispute. Dans l'après-midi, le presbytère devint le lieu de rassemblement habituel, les villageois pressant Madame Fletcher de lui fournir des détails sur ce qu'elle avait vu et entendu lorsque l'inspecteur avait sorti le corps. La pauvre femme pâle et troublée admit avoir aperçu le visage de l'homme, d'âge mûr, d'allure respectable, bien qu'immobile et sans vie. Elle n'avait décelé chez lui aucun signe de vol, ni outil, ni arme. Seuls les papiers éparpillés dans le coffre, comme jetés l'un à la hâte. À ces mots, Madame Hartnell halta et déclara qu'il était évident que l'homme avait découvert quelque chose dans ces papiers et que quelqu'un du village l'avait tué pour le faire taire. Un cri d'alarme s'ensuivit, vite étouffé mais pas oublié. Miss Marple, assise dans un coin, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, demanda avec sa douceur si quelqu'un se souvenait que le colonel ait jamais parlé d'objets de valeur cachés. Le vicaire admit que le colonel avait un jour fait allusion à quelque chose d'important, sous clé, bien qu'il ait ri et refusé de s'expliquer. Madame Harkness, les lèvres pincées, dit se souvenir très bien qu'il ne faisait jamais confiance au notaire. Monsieur Pritchard grommela que le colonel l'avait un jour accusé de surfacturation pour une réparation. Chaque souvenir colorait le tableau, même s'il était plus difficile de dire s'il révélait la vérité ou s'il s'agissait simplement de préjugés. L'inspecteur Cray, convoqué, se moqua des élucubrations des villageois. Il rejeta la suggestion anodine de Miss Marple, selon laquelle les papiers eux-mêmes pourraient être la clé, insistant sur le simple appât du gain, rien de plus. Il déclara que ces hommes rechercheraient des complices dans les villages voisins et que l'affaire serait bientôt réglée. Sa certitude, cependant, sonnait creux dans l'air du salon. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Aucun d'eux n'aimait à penser que le coupable puisse être parmi leurs voisins, mais aucun ne croyait vraiment à l'histoire de voleurs itinérants de l'inspecteur. Ce soir-là, les ruelles de Little Brimwell étaient plus vigilantes qu'auparavant. Les rideaux tremblaient au moindre bruit, les portes se verrouillaient plus tôt que d'habitude, et même les enfants jouaient plus discrètement. La peur s'était infiltrée dans le village, le liant étroitement, car chaque voisin se demandait ce que le mort avait vu, quel secret il avait découvert dans la malle du colonel et, plus troublant encore, qui avait été assez désespéré pour le réduire au silence. Miss Marple était assise près de son foyer, les flammes dansant doucement, les pensées sereines. Elle songea que les suppositions des villageois importaient moins que leur manière de raconter. La nature humaine se révélait par ces petites choses. Les coupables, elle le savait, parlaient si souvent trop ou trop peu, ou changèrent d'histoire avec la facilité d'une page. Quelque part dans cet écheveau de bavardage se trouvait le fil qu'elle cherchait, et lorsqu'elle le trouverait, le motif en ressortirait aussi clair que n'importe quel échantillon. Elle mit son tricot de côté avec un soupir, non pas de fatigue mais de reconnaissance. Un meurtre avait frappé Little Brimwell, et avec lui toutes les vieilles vérités. On ne tuait pas pour des mystères, mais pour les motifs les plus simples, et le village, malgré sa paix, n'était pas différent de tout autre lieu où la cupidité et la peur prenaient racine. L'horloge à coucou du presbytère sonnait l'heure,
et Miss Marple songea avec un léger sourire que le temps lui-même était souvent son meilleur allié. Tôt ou tard, quelqu'un trébucherait. Tôt ou tard, la vérité éclaterait. En attendant, elle observerait, écouterait et attendrait, comme toujours, avec un regard plus perçant que quiconque ne l'aurait imaginé. L'inspecteur Cray revint au village le lendemain matin, revigoré par sa détermination, ses bottes frappant violemment les pavés, comme si la force pure pouvait faire éclater la vérité. Il annonça à qui voulait l'entendre que le défunt avait été identifié comme étant Harold Sims, un employé d'un cabinet d'avocats à Brenton. La voix de l'inspecteur s'enflamma de triomphe, mais sa proclamation ne fit qu'épaissir le mystère. Car pourquoi, demandèrent les villageois, un homme d'une respectable autorité religieuse s'introduisait-il par effraction dans la maison du colonel Willoughby? Pourquoi risquer son gagne-pain, sa réputation, sa vie même, pour forcer une malle remplie de vieux papiers? L'inspecteur balaya ces questions d'un revers de main, déclarant que cela prouvait que Sims recherchait des objets de valeur, peut-être des médailles à vendre, peut-être des documents pour faire chanter sa famille. À ses yeux, l'affaire était close. Pourtant, ces paroles troublèrent l'auditoire, car il savait qu'un cambriolage était rarement le fait d'hommes en manteau impeccable et chaussures cirées. Les villageois marmonnèrent entre eux après son départ, le doute ambivalent dépassant son explication officielle. Miss Marple, quant à elle, gardait ses pensées pour elle, même si son regard ne se reposait jamais. Elle avait écouté attentivement l'inspecteur décrire le passé de Sims. Un employé renvoyé pour des raisons encore inconnues était plus souvent un homme de savoir qu'un amateur de babioles. Elle songea à la méfiance obstinée du colonel envers les notaires, à l'allégation murmurée selon laquelle il aurait caché ses propres papiers. Un employé pouvait en effet s'intéresser à de telles choses, non pas pour leur valeur monétaire, mais pour les secrets qu'elles contenaient. Et les secrets, songea Miss Marple, étaient la monnaie la plus précieuse dans un petit pays. Cet après-midi-là, elle flâna devant le cottage, immobile à l'orée du pré, la serrure cassée remplacée par un agent de police à la porte. Elle s'arrêta pour admirer les rosiers s'épanouissant sauvagement près de la clôture, faisant remarquer à l'agent qu'il semblait avoir besoin d'être taillé. En se penchant pour les humer, son regard perçant capta une empreinte subtile dans la terre, des traces de bottes, profondément enfoncées dans la terre meuble, non pas une seule paire, mais plusieurs. Certaines étaient lourdes, d'autres plus légères, et l'une d'elles en particulier avait le talon légèrement usé, tourné vers l'extérieur. Elle n'en dit rien, mais cacha le détail. De telles broutilles sont souvent plus éloquentes que des mots. Du coin de l'œil, elle remarqua Madame Harkness qui l'observait de l'autre côté de la rue, l'air tendu par la curiosité. Lorsque mademoiselle Marple leva la main pour la saluer, la femme se retira précipitamment à l'intérieur. Plus tard, chez l'épicier, Madame Harkness affirma n'avoir rien vu d'inhabituel cette nuit-là, tout en admettant avoir entendu le cri. Pourtant, son insistance semblait répétée, ses paroles trop polies, comme si elle les avait répétées maintes fois. Mademoiselle Marple l'écouta gentiment, hochant la tête, et se contenta de demander si le cri avait été long ou bref. Madame Harkness hésita, puis déclara qu'il avait été très bref, presque comme un cri. Le silence avant sa réponse était plus éloquent que les mots eux-mêmes. Le soir venu, les spéculations se tournèrent vers le colonel Willoughby lui-même. Les villageois commencèrent à se remémorer d'anciens affronts, des querelles oubliées et des fanfaronnades à demi oubliées. Madame Dawlish raconta qu'elle l'avait toujours trouvé trop fier, gardant ses affaires pour lui. Monsieur Pritchard affirma avoir entendu un jour le colonel se disputer avec un homme dans le chemin après la tombée de la nuit, sans toutefois se souvenir de la date. Madame Hartnell insista sur le fait qu'elle savait depuis toujours que sa mort subite, survenue au printemps précédent, n'avait pas été aussi simple qu'on le prétendait. Les histoires se succédaient comme des ombres, mais toutes pointaient dans la même direction. Les secrets du colonel n'étaient pas morts avec lui, et Sims était venu les chercher. L'inspecteur Cray resta impassible. Il déclara dans la salle à manger de l'Homme Vert
que Sims avait agi seul, que le tronc brisé prouvait sa cupidité et que le coup à la tête était un accident de la bagarre. Pourtant, lorsqu'on le pressait de nommer le complice ou le voleur qui avait pris la fuite, il devenait vague, fanfaronnant que ces choses prenaient du temps. Sa certitude, si haut et fort proclamée, s'amenuisait à chaque contradiction. Les villageois commencèrent à le regarder moins et davantage les uns les autres. La suspicion, telle une contagion, se répandait rapidement dans un tel milieu. Miss Marple, silencieuse dans son coin, sirotait son thé et demandait avec douceur si quelqu'un se souvenait d'une visite de Sims au village. Un silence s'installa, rompu seulement par le tintement des tasses. Personne ne se souvenait de lui, et pourtant, quelqu'un devait savoir qu'il viendrait. Elle ajouta doucement que les cambrioleurs forçaient rarement une porte aussi proprement. C'était généralement l'œuvre de quelqu'un qui avait de l'expérience, ou qui connaissait les serrures. Ces paroles étaient dites pour elle-même, et pourtant elle vit l'effet qu'elles provoquaient. M. Pritchard s'agita, mal à l'aise, les yeux plongés dans sa bière, tandis que Mme Fletcher serrait fermement les mains sur ses genoux. C'est dans ces ondulations que la vérité commença à se révéler. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu et laissait ses pensées se poser. Elle imagina la serrure brisée, les papiers éparpillés, le cri, les marques dans la terre, les visages qu'elle avait observés. Un détail lui revint avec une netteté saisissante, le coffre lui-même. Pourquoi, si Sims avait eu l'intention de le cambrioler, l'avait-il forcé à l'intérieur du cottage au lieu de l'emporter? À moins, bien sûr, que son contenu n'intéresse que lui et ceux qui craignaient d'être démasqués. Et si tel était le cas, alors la main qui l'avait abattu n'appartenait pas à un voleur inconnu, mais à quelqu'un qui avait tout autant de raisons de redouter la lecture de ses papiers. Elle se laissa aller dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter au repos, et sourit faiblement. L'inspecteur se contenterait peut-être de son récit de cambriolages et d'accidents, mais elle savait qu'il n'en était rien. Le meurtrier n'était pas un inconnu errant. Il avait arpenté les ruelles de Little Brimwell à maintes reprises, saluant ses voisins, échangeant des banalités, cachant des secrets derrière des rideaux de dentelle. Bientôt les fils s'en mêleraient, et alors elle serait prête à les dessiner selon un motif qu'elle seule semblait voir. L'horloge de l'église sonna l'heure, régulière et solennelle. Miss Marple plia soigneusement son tricot dans son panier et laissa le son s'installer dans ses os. Le temps était patient et elle aussi. Les gens finissaient toujours par se révéler. C'était toujours le cas. L'inspecteur Cray n'était pas homme à tolérer l'hésitation, surtout de la part des villageois dont il considérait le bavardage comme un obstacle à ses explications claires. Le lendemain, il annonça sur la place, le torse bombé et la voix haute, que l'affaire était désormais une question de bon sens. Harold Sims n'était pas venu seul, avait-il dit. Personne n'avait forcé une serrure, ouvert une malle ou dispersé des papiers sans assistance. Il devait donc y avoir un complice, et ce complice ne pouvait être que quelqu'un ayant vécu assez près pour connaître les habitudes du colonel et pour exploiter ses secrets. Son regard parcourut la foule, se posant avec satisfaction sur la jeune Alice Martin, qui rougit sous son regard. Alice avait été vue, déclara-t-il, plus d'une fois près du cottage, poursuivant son chien, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Elle était jeune, impressionnable et facile à diriger. Quoi de plus probable qu'un homme comme Sims l'ait persuadée de l'aider? Elle lui avait peut-être glissé des informations sur les habitudes du colonel, voire une allusion à la malle. Et lorsque le plan avait échoué, elle avait dû affronter la honte. La logique de l'inspecteur, d'une simplicité irréprochable, lui fut répétée avec délectation. Pour lui, l'affaire était résolue. Il était prêt à la remettre au magistrat et à revenir à des choses plus sérieuses. Les villageois murmurèrent entre eux, certains impatients de croire, d'autres dubitatifs. Madame Hartnell affirma aussitôt qu'elle avait toujours su qu'Alice était volage. M. Pritchard hocha gravement la tête, précisant que la jeune fille lui avait un jour emprunté un livre et ne l'avait jamais rendu. Madame Dawlish, quant à elle, secoua la tête, déclarant qu'Alice était bien trop timide pour une telle méchanceté. Madame Harkness renifla
et expliqua que la timidité cachait souvent la ruse. Et bientôt la pièce bourdonna de demi-vérités et d'exagérations, chaque villageois projetant ses propres préjugés sur la jeune fille. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, leva les yeux de son tricot, l'air serein. Elle demanda si quelqu'un se souvenait qu'Alice ait eu une fortune supérieure à ses moyens, ou des signes d'indépendance soudaine. Le silence qui suivit fut révélateur. Personne ne se souvenait de quoi que ce soit de tel. Alice, pâle et au bord des larmes, protesta faiblement qu'elle ne s'était approchée du cottage que lorsque son terrier avait couru dans le chemin. L'inspecteur la coupa, rétorquant que le déni était naturel, mais que les faits parlaient d'eux-mêmes. Pourtant, pour Miss Marple, le seul fait qui s'imposait était l'empressement de l'inspecteur à classer l'affaire. La nature humaine était rarement aussi intègre, pensa-t-elle, et le crime jamais aussi complaisant. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit au presbytère, où Madame Fletcher l'attendait, le regard anxieux. La veuve avoua qu'elle ne pouvait croire l'accusation de l'inspecteur. Alice était peut-être sotte, mais pas criminelle. Madame Fletcher se souvint alors d'un fait qu'elle n'avait jamais mentionné. La nuit du cri, elle avait vu une silhouette s'éloigner du cottage, grande, large d'épaules, marchant avec empressement. Ce ne pouvait pas être Alice. Elle n'en avait pas parlé de peur de paraître fantaisiste, mais le souvenir s'était précisé à chaque récit de l'histoire au village. Miss Marple la remercia gentiment, faisant remarquer que ce sont souvent les observations discrètes, oubliées dans le brouhaha des ragots, qui avaient le plus de poids. Ce soir-là, au Green Man, la théorie de l'inspecteur était encore débattue. M. Pritchard affirmait que la nervosité de la jeune fille prouvait sa culpabilité. Madame Dawlish affirmait que cela ne prouvait que son innocence. Mademoiselle Marple, sirotant son thé, demanda doucement qui avait aperçu Alice en premier près du cottage. La question restait en suspens, car personne ne s'en souvenait vraiment. Certains disaient Madame Harkness, d'autres insistaient sur le garçon épicier. L'inspecteur l'écarta, la déclarant hors de propos, mais Mademoiselle Marple remarqua que les histoires changeaient, devenant de plus en plus incertaines à mesure qu'elles se répétaient. C'était, pensa-t-elle, comme regarder un bas mal tricoté se défaire maille après maille. En quittant l'auberge, elle prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, passant devant le bureau du notaire. La porte était verrouillée, les stores tirés, et pourtant elle crut percevoir un léger mouvement à l'intérieur. Elle s'arrêta un instant puis reprit sa route, l'esprit occupé. Si Sims avait été renvoyé, c'était peut-être pour falsification de compte, pour avoir découvert une irrégularité. Et si la malle du colonel avait contenu des papiers, peut-être ces papiers n'étaient-ils pas de simples souvenirs, mais des documents que quelqu'un d'autre avait cherché à détruire. Dans ce cas, le meurtrier ne se trouverait pas parmi les timides et les innocents, mais parmi ceux qui avaient le plus à perdre. Le lendemain apporta une nouvelle confusion. L'agent de police qui gardait le cottage rapporta qu'une liasse de papier avait disparu du coffre pendant la nuit. Il jura n'avoir pas quitté son poste, et pourtant la liasse avait disparu. L'inspecteur Cray s'acharna contre le pauvre homme, déclarant que c'était une preuve supplémentaire de la culpabilité d'Alice. Qui d'autre qu'une jeune fille agile pouvait passer inaperçue? Pourtant, Miss Marple, les yeux plissés, songea que l'opportunité était davantage réservée à ceux qui détenaient l'autorité qu'à ceux qui se cachèrent dans l'ombre. Ce n'étaient pas les enfants qui faisaient disparaître des papiers sous les yeux vigilants, mais les hommes habitués à être ignorés. Elle rentra chez elle et posa son tricot, réfléchissant à tout ce qu'elle avait rassemblé. Le dossier de l'inspecteur contre Alice était aussi fragile que de la dentelle. Il reposait non sur des preuves, mais sur des préjugés, non sur des observations, mais sur l'empressement. Le véritable plan n'était pas encore achevé, mais elle entrevoyait déjà les contours d'un tout autre projet. Il y avait une tromperie quelque part, cachée sous les ragots. Il y avait de la peur dans le regard de Madame Harkness, de la fanfaronnade dans les dénégations de M. Pritchard, du silence dans la réticence de Madame Fletcher. Et au milieu de tout cela, la figure de Sims, respectable, déshonoré et désormais mort, planait. Il savait quelque chose. Il avait essayé d'agir en conséquence.
et quelqu'un au village l'avait frappé pour cela. Ce soir-là, tandis que les cloches de l'église sonnaient, Miss Marple était assise à sa fenêtre, observant les longues ombres s'étendre sur la verdure. Elle pensait à Alice Martin, tremblante sous l'accusation, et à la rapidité avec laquelle une communauté pouvait tourner ses soupçons vers les plus vulnérables. Il en était toujours ainsi. Les faibles portèrent le poids en premier, tandis que les coupables se cachaient derrière leurs cris de certitude. Mais la nature humaine ne pouvait être dissimulée éternellement. Un masque glissait, une main tremblait, un déni arrivait trop tôt. Et quand cela survenait, Miss Marple était là, attendant silencieusement, ses aiguilles claquant, ses yeux perçant ce que les autres ignoraient. L'inspecteur avait peut-être son suspect, mais Jane Marple n'en avait aucun. Pas encore. Elle attendrait patiemment comme le temps, que les fils s'en mêlent suffisamment pour que la vérité éclate. La certitude de l'inspecteur s'amplifiait d'heure en heure, comme si le volume sonore seul pouvait rendre sa version des faits indiscutable. Il déclara dans la salle à manger qu'Alice Martin allait bientôt avouer, que les papiers disparus étaient de sa faute, que l'affaire était pratiquement close. Pourtant, les villageois, malgré leur penchant pour les ragots, tressaillirent d'inquiétude lorsque ces paroles leur parvinrent. Ils se souvenaient d'Alice enfant chassant les papillons dans la verdure, jeune fille portant des paniers pour sa mère, âme timide qui rougissait lorsqu'on lui adressait la parole. Ils peinaient à la voir comme une conspiratrice de meurtre. Certains secouaient la tête et murmuraient que l'inspecteur devait être le mieux placé pour savoir, mais leurs doutes persistaient, discrets mais persistants. Pendant ce temps, Miss Marple était assise près du feu, tricotant, ses aiguilles cliquetant au rythme de son esprit, repensant à chaque détail. Les accusations de l'inspecteur l'avaient laissée perplexe, car elle reposait trop sur des suppositions et pas assez sur l'observation. Elle se souvenait de la vue de Madame Fletcher, qui avait vu une grande silhouette s'enfuir du cottage, et des empreintes de bottes irrégulières dans la terre meuble. Aucune de ces théories ne correspondait à celle de l'inspecteur, et elle résolut donc d'examiner de plus près ce que d'autres n'avaient même pas envisagé. Elle retourna au cottage cet après-midi-là, le pas lent mais assuré, l'air poliment curieux. L'agent à la porte, bien que méfiant de sa présence, n'eut guère le courage de refuser la douce requête de Miss Marple. Elle entra dans le cottage sombre, lourd de poussière et d'inutilité, et laissa ses yeux s'habituer à la pénombre. La malle était toujours ouverte dans un coin, son couvercle pendouillant maladroitement, son contenu dispersé et repoussé. L'inspecteur avait emporté ce qu'il jugeait important, laissant derrière lui des lettres jaunies, des bouts de papier journal et quelques souvenirs militaires. Miss Marple se pencha lentement, les examinant comme si elle se remémorait un simple souvenir. Ses doigts effleurèrent un ruban aux couleurs passées, une médaille au fermoir plié, une liasse de lettres reliées par une ficelle. Mais ce ne furent pas ces éléments qui retinrent son attention. C'était un bout de papier à moitié coincé sous le coffre, oublié par la hâte de l'inspecteur. Elle le détacha avec son aiguille à tricoter et l'examina dans la faible lumière. C'était une page arrachée d'un registre, des chiffres inscrits en colonnes nettes, des noms griffonnés dans les marges. Certains chiffres étaient barrés, d'autres entourés, et dans le coin, une note écrite par une autre main, à régler. Miss Marple fronça les sourcils. Elle avait vu suffisamment de querelles villageoises pour mesurer l'importance des disputes d'argent. Une page de registre n'avait pas sa place parmi les médailles et les lettres, à moins de faire partie d'un ensemble plus vaste que le colonel avait caché. Et si Harold Sims avait été commis, peut-être en avait-il immédiatement perçu l'importance. Elle remit la page à sa place, remarquant la légère trace d'une botte à un coin, plus marquée que ne le laissait supposer la silhouette frêle de Sims, comme si quelqu'un l'avait piétinée. Elle se redressa lentement, le regard pensif, et remercia l'agent avec sa courtoisie habituelle en partant. Dehors, le village était silencieux sous le soleil, mais sous la surface, elle sentait le malaise grandir. Chez l'épicier, Madame Harkness affirma que le colonel avait été floué dans ses affaires et que Sims était venu dénoncer la situation.
M. Pritchard rétorqua que les hommes qui se mêlent des comptes des autres ne méritaient pas un meilleur sort. Madame Dawlish secoua la tête et affirma que c'était l'œuvre de sorcières, mais personne ne lui prêta vraiment attention. Pendant tout ce temps, Alice Martin garda ses distances, son visage pâle observant depuis la porte de sa mère, comme si chaque murmure était une pierre jetée sur elle. Ce soir-là, au presbytère, Miss Marple demanda de sa voix douce si quelqu'un se souvenait si le colonel avait jamais parlé de dette ou de compte. Le vicaire fronça les sourcils, disant avoir entendu un jour le colonel marmonner qu'il se faisait avoir de ce qui lui était dû. Madame Fletcher hocha la tête, ajoutant que le colonel s'était montré particulièrement acerbe envers M. Hargreaves, l'avocat, l'accusant de falsifier les chiffres. M. Hargreaves lui-même, interrogé, balaya l'affaire avec irritation, affirmant que le colonel avait été dans la confusion durant ces dernières années. Pourtant, la rougeur de ses joues trahissait plus que de l'irritation. C'était la marque d'un homme qui craignait d'être démasqué. L'inspecteur Cray balaya ses souvenirs d'un revers de main, répétant haut et fort qu'il ne s'agissait que de futilités villageoises. Il insista sur le fait que les papiers ne signifiaient rien, que seule comptait l'évidence. Une fille trop souvent près du cottage, un commis trop soucieux de sa sécurité. Il ignora les subtils changements d'expression, la façon dont Madame Harkness évitait le regard d'Alice, la façon dont M. Pritchard rougissait à la mention des registres, la façon dont Hargreaves réagissait sèchement à la moindre question. Miss Marple voyait tout, même si elle laissait l'inspecteur savourer ses déclarations sans la contredire. Plus tard, tandis que la compagnie se dispersait, Madame Fletcher s'attarda auprès de Mademoiselle Marple. Sa voix tremblait lorsqu'elle avoua craindre un obscur mystère. Le colonel avait insinué à plusieurs reprises que si sa malle était ouverte, certains noms du village trembleraient. Elle avait cru à de simples fanfaronnades. Mais elle se demandait maintenant si Sims avait découvert ces mêmes noms. Mademoiselle Marple lui serra doucement la main, la rassurant. La vérité, aussi lente soit-elle, finissait toujours par trouver son chemin. Cette nuit-là, seule dans son cottage, Miss Marple réfléchit à la page qu'elle avait trouvée, aux murmures qu'elle avait entendus, à la colère qu'elle avait observée. L'explication ciselée de l'inspecteur lui parut plus mince que jamais. La nature humaine était rarement aussi simple, pensa-t-elle, et la réponse la plus simple était rarement la plus vraie. On tuait pour de multiples raisons, la jalousie, l'orgueil, la peur, mais le plus souvent pour l'argent. Si Sims avait menacé de dénoncer une fraude, alors quelqu'un à Little Brimwell avait un mobile bien plus puissant qu'Alice Martin ne pourrait jamais en avoir. Quelqu'un de respectable, de digne de confiance, quelqu'un qui cherchait désespérément à étouffer ses vieux péchés. L'horloge à coucou du presbytère sonna à nouveau l'heure dans son esprit, et elle pensa que le temps lui-même révélait souvent ce que les hommes s'efforçaient de dissimuler. Elle sourit faiblement, prit ses aiguilles et commença à tricoter. Le motif était encore en formation, mais les fils étaient déjà entre ses mains. Il suffirait de patience, et Miss Marple n'en avait jamais manqué. Le lendemain matin, l'air de Little Brimwell avait changé. Ce n'était plus le silence surpris d'un village frappé par une violence soudaine, ni le brouhaha bruyant de théories concurrentes. À la place, une tension, une énergie nerveuse semblait planer à chaque porte. Les voisins ne s'attardaient plus à bavarder joyeusement. Leur conversation se réduisait à des murmures dès qu'un inconnu approchait. Les visages arboraient l'expression de personnes qui portaient des pensées qu'elles n'osaient pas partager à voix haute. Miss Marple, marchant le long du chemin, son sac à tricot soigneusement glissé sous le bras, observa ce changement d'un signe de tête discret. Des secrets avaient commencé à s'éveiller, et lorsqu'ils s'éveillaient, ils remontaient toujours à la surface. Chez l'épicier, Madame Harkness se tenait raide près de la balance, la bouche pincée, le regard fixé sur Madame Dawlish, comme si elle craignait ce qu'elle pourrait dire. Madame Dawlish, de son côté, était visiblement en proie à une révélation. Elle s'appuya lourdement sur son parapluie et annonça d'un ton entendu que des dettes avaient été murmurées bien avant la mort du colonel.
Non pas celles du colonel, mais celles des autres. Des dettes qui pouvaient ruiner une réputation si elles étaient connues. Elle refusa de dire à qui elles appartenaient, mais son expression, narquoise et pleine de sens, se tourna vers M. Pritchard. L'horloger, entendant cela, rougit et lança un paquet sur le comptoir en marmonnant que les commères devraient être bâillonnés. Miss Marple, choisissant un modeste paquet de thé, fit remarquer d'un ton léger que les dettes étaient des choses curieuses, faciles à cacher en période de prospérité, mais cruellement dévoilées en période de crise. Elle parla sans lever les yeux, comme si elle ne s'adressait à personne en particulier, mais elle perçut le tremblement de la main de Madame Harkness sur les cordons de sa bourse et l'accentuation du regard de M. Pritchard. Cela suffisait à lui faire comprendre que la pique de Madame Dawlish touchait presque à sa fin. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se retrouva en compagnie de Madame Fletcher au presbytère. La veuve pâle et visiblement troublée avoua son malaise depuis que l'inspecteur avait déclaré Alice coupable. Elle n'arrivait pas à y croire, dit-elle, surtout lorsqu'elle se souvenait de la silhouette qu'elle avait vue s'éloigner précipitamment du cottage cette nuit-là. Un homme grand, large d'épaules, à la démarche précipitée. Rien à voir avec la frêle Alice. Elle craignait d'avoir déjà trahi sa conscience en gardant le silence si longtemps. Miss Marple lui serra doucement la main, l'encourageant à s'en tenir à ce qu'elle avait vu, car la vérité, aussi gênante soit-elle, n'était jamais servie par le silence. C'est alors que Madame Fletcher mentionna, presque en passant, qu'elle avait entendu des rumeurs de fonds manquants dans les comptes de la paroisse quelques années auparavant, des rumeurs vite étouffées. Le colonel avait été l'un des critiques les plus virulents de l'époque, accusant les autres de négligence. Mais lorsqu'on la pressa de donner des détails, elle hésita, refusant visiblement de citer des noms. Mademoiselle Marple sourit gentiment, laissant tomber l'affaire, même si son esprit y réfléchissait sans cesse. Des rumeurs de fraude, de fonds manquants, un commis qui manipulait les chiffres, tout cela n'était pas une coïncidence. Ce soir-là, au Greenman, les esprits s'échauffèrent. Monsieur Pritchard, rouge de bière, déclara que Sims avait dû faire chanter quelqu'un et qu'il l'avait payé de sa vie. Madame Harkness renifla, affirmant que ceux qui manipulèrent les comptes ne méritaient aucune compassion. À ces mots, les yeux de Madame Fletcher se remplirent de larmes et elle sortit précipitamment, son châle serré contre elle. La salle bourdonnait de spéculations, mais Mademoiselle Marple, assise tranquillement dans son coin, remarqua la vérité profonde. Chacun semblait en savoir plus qu'il ne l'admettait, et chacun s'exprimait avec la véhémence de la peur plutôt que de la conviction. L'inspecteur Cray, arrivé avec fracas, balaya tout ce discours. Il affirma que l'affaire était close, que la culpabilité d'Alice Martin était avérée et que les documents manquants n'étaient que des preuves détruites par des complices. Pourtant, même en parlant, ses paroles semblèrent tomber à plat. Les villageois qui autrefois acquiesçaient avec empressement à ses déclarations évitaient maintenant son regard. Ils commençaient à sentir que ses explications simplistes ne correspondaient pas au malaise qui les envahissait. Miss Marple demanda, de sa voix la plus douce, si l'inspecteur avait examiné la page du registre. Il fronça les sourcils et aboya qu'elle ne devait pas se mêler des affaires de police. Mais elle n'avait pas manqué l'étincelle dans ses yeux, le malaise passager lorsqu'elle avait nommé ce qu'il avait choisi d'ignorer. Les papiers étaient dangereux, pensa-t-elle, non pas à cause de leur encre, mais à cause des vérités qu'ils contenaient. Et si une page avait survécu, il était probable que d'autres avaient existé, d'autres que quelqu'un avait des raisons de voir détruites. Le lendemain, une autre révélation lui parvint, cette fois de la mère d'Alice. Elle arriva en pleurs au cottage de Miss Marple, affirmant que sa fille était innocente, qu'elle avait vu quelque chose que personne d'autre ne savait. La nuit du cri, Alice était chez elle, tremblante dans son lit, trop effrayée par les histoires de lumière dans le cottage pour dormir. Sa mère jura qu'elle n'avait pas quitté la maison. C'était la peur de l'incrédulité de l'inspecteur qui l'avait réduite au silence. Miss Marple la réconforta doucement, lui promettant que la patience lui permettrait de découvrir la vérité.
Elle s'en doutait déjà, mais cette confirmation conforta sa résolution. Cet après-midi-là, Miss Marple repassa devant le bureau du notaire. Elle remarqua les stores tirés, la porte verrouillée, bien que de faibles traces de fumée s'échappassent de la cheminée. Quelqu'un travaillait tard, bien qu'aucune affaire ne fût déclarée. Elle pensa à la méfiance du colonel, à ses accusations contre ce même bureau et au greffier renvoyé en disgrâce. Les secrets, songea-t-elle, avaient tendance à remonter à leur source. Le village pouvait bien parler d'Alice, mais son regard se tourna résolument vers ceux qui s'occupèrent des papiers, des comptes et des dettes. Le soir venu, le village bruissait d'une nouvelle rumeur. Madame Dawlish prétendait avoir entendu dire que M. Hargreaves, l'avocat en personne, s'était disputé avec Sims à Brenton des mois auparavant. M. Pritchard affirma haut et fort que c'était absurde, bien que son démenti fût trop rapide, son visage trop rouge. Madame Harkness, quant à elle, marmonna avoir vu Hargreaves et Sims ensemble à la poste, parlant d'un ton dur. Les détails étaient contradictoires, mais la tendance était indéniable. Le défunt n'était pas inconnu, du moins pour certains habitants de Little Brimwell. Il était connu, et d'une manière que l'on peine aujourd'hui à nier. Miss Marple restait assise, silencieuse au milieu de tout cela, ses aiguilles cliquetant, l'air serein. Mais son esprit travaillait sans relâche, tissant les fils ensemble. Elle repensait à la page du grand livre, aux papiers disparus, aux soupçons du colonel, aux dénégations de l'avocat et aux souvenirs troublés des villageois. Ce n'était pas Alice Martin qui avait un mobile suffisant pour commettre un meurtre, mais quelqu'un dont les moyens de subsistance et la réputation s'effondreraient si certains chiffres étaient révélés. Un homme désespéré, pensa-t-elle, était bien plus dangereux qu'une jeune fille insensée. À la tombée de la nuit, elle posa son tricot et regarda dans la ruelle silencieuse. Le village semblait immobile. Pourtant, elle sentait le pouls de ses secrets battre plus fort. La nature humaine, songea-t-elle, ressemblait beaucoup à son tricot. Une maille perdue ici, un nœud là, mais tôt ou tard, le motif se révéla, qu'elle voyait déjà sa forme se dessiner. L'inspecteur pouvait bien s'accrocher à son bouc émissaire, mais Miss Marple savait que la vérité se rapprochait. Les ombres qui planaient sur Little Brimwell n'étaient pas celles des étrangers. Elles étaient projetées par des voisins, des visages familiers, des gens qui souriaient poliment en plein jour et tremblaient dans l'obscurité. Et bientôt, pensa-t-elle, le masque tomberait comme toujours, et les coupables se révéleraient d'une manière qu'ils ne pourraient contrôler. Le lendemain, l'aube était humide et grise, une brume basse s'écoulant des champs et s'accrochant aux chaumières comme si l'air lui-même cherchait à étouffer ce qui allait arriver. Les villageois se levèrent plus tôt que d'habitude, inquiets de l'atmosphère instable, et lorsque les cloches sonnèrent 8 heures, la pelouse était déjà parsemée de voisins qui chuchotaient par 2 ou 3. Quelque chose s'était passé pendant la nuit. Ils le sentaient tous. Et en milieu de matinée, il le savait. La nouvelle se répandit que la porte de la cuisine de Madame Harkness avait été forcée. L'histoire s'enrichissait à chaque récit. Certains racontaient qu'elle avait été réveillée par un accident. D'autres qu'elle n'avait découvert les dégâts qu'à l'aube. Quelques-uns affirmaient qu'elle avait vu une silhouette s'éloigner à travers la haie. Mais l'identité de cette silhouette dépendait du narrateur. Mais un détail demeurait constant. Un tiroir de son bureau avait été fouillé, des papiers jetés en désordre, et parmi eux, curieusement, une enveloppe vide marquée de l'écriture si reconnaissable du colonel. La vue de son gribouillage audacieux, même sur un objet aussi banal, fit frissonner le village. Pourquoi avait-elle reçu une lettre du colonel, et que contenait-elle? Madame Harkness, pâle et tremblante, déclarait à qui voulait l'entendre qu'elle n'en avait aucune idée. La lettre était arrivée des années auparavant, disait-elle, concernant une affaire de dons paroissiaux. Elle l'avait complètement oubliée, jusqu'à ce qu'elle retrouve l'enveloppe ce matin. Pourtant, sa voix tremblait, ses yeux évitaient ceux de ses auditeurs, et il était évident que même si l'enveloppe était innocente, elle en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. L'inspecteur Cray, immédiatement convoqué, se saisit du cambriolage comme preuve de sa théorie.
Il annonça qu'Alice Martin, coupable, avait cherché à brouiller les pistes en s'introduisant chez Madame Harkness. Qui d'autre, hurla-t-il, aurait pu avoir de bonnes raisons de toucher à ces papiers? Il frappa le bureau du poing, projetant une nouvelle couche de poussière et déclara que l'affaire était scellée. Mais les villageois n'étaient pas convaincus. Le cambriolage, murmurèrent-ils, était trop effronté, trop public. Alice n'en avait ni la ruse ni le courage. Miss Marple, debout silencieusement au bord de la foule, n'insista pas. Elle demanda simplement, d'une voix douce, si quelqu'un avait remarqué les marques sur la porte. L'agent confirma qu'elles étaient profondes, faites avec un outil lourd. Miss Marple fit remarquer que de telles marques exigèrent de la force, plus que ce qu'une fille comme Alice pouvait en supporter. L'inspecteur lui fit signe de s'éloigner, marmonnant des choses sur des complices, mais elle vit l'écho que ses paroles provoquaient dans l'assemblée. Le doute se répandait, aussi sûrement que la brume qui s'insinuait à travers les haies. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite à Madame Harkness sous prétexte de lui apporter un pot de confiture de coin. Elle la trouva pâle et agitée, les mains toujours en mouvement. En posant le pot sur la table, Miss Marple laissa son regard dériver sur le désordre des papiers encore éparpillés sur le bureau. Parmi eux se trouvait un morceau de papier à moitié brûlé, négligemment repoussé sur le côté. Elle fit remarquer gentiment qu'il était curieux de voir comment les gens brûlaient souvent ce qu'ils voulaient oublier, tout en parvenant rarement à terminer leur tâche. Madame Harkness devint rouge, balaya le morceau de papier et marmonna quelque chose à propos de Petit Bois. Miss Marple hocha la tête aimablement et n'insista pas, bien que la vérité fût évidente. Madame Harkness avait possédé quelque chose du colonel qu'elle n'aurait pas dû avoir, et maintenant ce morceau s'était volatilisé dans la nuit. Le soir, les conversations au Green Man atteignirent leur paroxysme. M. Pritchard déclara que c'était la preuve d'un complot. Des papiers liés au colonel étaient éparpillés dans tout le village. Madame Dawlish affirma que c'était une malédiction, que quiconque se mêlerait des affaires du colonel subirait le même sort que le pauvre Sims. Madame Fletcher resta assise en silence, son châle serré contre elle, le regard troublé, comme si elle craignait que chaque mot ne rapproche le danger. Mademoiselle Marple, sirotant son thé, demanda si quelqu'un se souvenait d'avoir vu Harold Sims à Little Brimwell avant sa mort. Le silence retomba. Lentement, M. Pritchard admit avoir aperçu un homme comme lui parler à M. Hargreaves quelques semaines auparavant, sans y prêter aucune attention. Le vicaire confirma que Sims s'était un jour assis au fond de l'église, griffonnant des notes pendant un office. La révélation se répandit dans la salle. Sims n'était pas un inconnu. Il était parmi eux, observant tranquillement, avant de mourir. Les fanfaronnades de l'inspecteur Cray s'essoufflèrent face à cela, mais il se reprit rapidement, déclarant que c'était la preuve que Sims complotait avec Alice depuis le début. Il se tourna pour fusiller du regard sa silhouette pâle près du foyer, mais cette fois, les villageois ne le suivirent pas du regard. Ils se tournèrent les uns vers les autres, se remémorant chaque regard étrange, chaque mot précipité, chaque instant qui, avec le recul, semblait suspect. La voix de l'inspecteur s'éleva. Mais plus il parlait fort, moins les villageois étaient sûrs d'eux. Miss Marple ne dit rien de plus. Elle quitta l'auberge en silence et regagna son cottage sous le poids de la brume. Tout en mettant sa bouilloire à bouillir, elle laissa son esprit retracer les événements de la journée. Le cambriolage chez Madame Harkness n'était pas un acte fortuit, ni l'œuvre d'un jeune homme effrayé. C'était l'œuvre de quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait. Des papiers, des lettres, des archives. Le genre d'objet qui pouvait révéler une fraude, des dettes ou une trahison. L'enveloppe vide dans la main du colonel n'avait rien de remarquable en soi, mais sa présence suggérait que ses secrets avaient pénétré le village plus profondément qu'on ne voulait l'admettre. Elle repensa aux morceaux de papier à moitié brûlés, aux mains tremblantes de Madame Harkness, au store baissé du notaire, au visage rouge de M. Pritchard. Les pièces du puzzle s'assemblaient, non pas pour révéler la culpabilité d'Alice Martin, mais pour révéler un réseau plus vaste de trafic secret.
Harold Sims avait découvert quelque chose dans ses papiers, quelque chose qui avait touché plus d'un villageois, et pour cela, il avait été réduit au silence. Le cambriolage prouvait que le meurtrier n'avait pas encore pleinement percé leur secret. Ils étaient désespérés, et le désespoir mène toujours à des erreurs. La cloche de l'église sonna à travers la brume, lourde et lente. Miss Marple versa son thé, s'assit près du feu et sortit son tricot de son panier. Ses aiguilles claquèrent doucement dans le silence de son salon. Elle savait avec certitude que l'affaire avait changé. Il ne s'agissait plus d'un homme mort dans une chaumière fermée à clé. Il s'agissait de ce qu'il avait découvert et de qui, à Little Brimwell, tuerait pour le cacher. Un autre crime avait resserré le cercle, et bientôt le masque tomberait. Le lendemain, la brume ne se leva pas, mais plana bas sur les chaumières, comme si le village lui-même souhaitait garder ses secrets cachés un peu plus longtemps. Le cambriolage chez Madame Harkness avait déstabilisé tout le monde, et les villageois parlaient maintenant à voix basse, leurs regards se portant vers des voisins familiers, avec un malaise qu'ils n'osaient pas exprimer. Il ne suffisait plus de bavarder sur Alice Martin ou le mystérieux employé. Les soupçons s'étaient enracinés. Des murmures suivaient désormais la démarche lourde de M. Pritchard, les battements d'ailes anxieux de Madame Harkness, et même les pas rapides de M. Hargreaves vers son bureau au volet clos. L'inspecteur Cray tenait avec une détermination renouvelée, déclarant que le cambriolage ne faisait que prouver à quel point Alice cherchait désespérément à dissimuler sa culpabilité. Il désigna le morceau de tissu à moitié brûlé sur le bureau de Madame Harkness comme preuve que la jeune fille avait tenté en vain de détruire des preuves. Ses agents se firent l'écho de ses conclusions, mais les villageois ne le firent pas. Ils acquiescèrent poliment à ses déclarations, mais murmurèrent leurs doutes dans son dos. Miss Marple, discrètement assise au fond de l'homme vert, observait comment leur confiance en l'inspecteur s'amenuisait de jour en jour. C'était inévitable. Il parlait trop vite, trop fort, et la vérité exigeait rarement un tel bruit. Miss Marple décida qu'il était temps de vérifier ce qu'elle soupçonnait déjà. Elle commença par une petite chose, car les gens, elle le savait, se trahissaient le plus clairement lorsque l'enjeu paraissait faible. Cet après-midi-là, elle invita Madame Harkness et Madame Fletcher à son cottage, sous prétexte de les aider à trier des écheveaux de laine. Les deux femmes, désireuses de se rendre utiles, arrivèrent promptement. Assise au milieu des couleurs vives des fils, Miss Marple parla de sa voix douce et errante, de l'étrangeté de voir le colonel, qui s'était toujours méfié des banques, confier des papiers à son notaire. Elle laissa la phrase en suspens, puis ajouta doucement, à moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse de papiers qu'il avait l'intention de ne jamais voir. Madame Fletcher fronça les sourcils froncés de malaise, mais Madame Harkness rougit vivement, jouant avec les écheveaux comme si ses doigts étaient devenus maladroits. Elle marmonna qu'elle ignorait tout des affaires du colonel, qu'il ne lui en avait jamais parlé. Miss Marple, feignant de ne pas remarquer le tremblement de sa voix, se contenta d'acquiescer et de remarquer que les gens disent souvent peu de choses, mais en révèlent beaucoup. Lorsque les femmes partirent, Madame Fletcher marcha dans un silence pensif, tandis que Madame Harkness s'éloignait comme poursuivie par son ombre. Ce soir-là, Miss Marple se rendit au presbytère et demanda au vicaire, avec sa douceur, s'il se souvenait de quelque chose d'inhabituel dans les comptes paroissiaux des années passées. Il fronça les sourcils, se frotta le menton et admit qu'une somme avait disparu, mais qu'elle avait été rapidement restituée avant qu'un scandale ne s'envenime. Il se souvenait du colonel qui s'était insurgé contre cette disparition, affirmant que quelqu'un avait escroqué la paroisse. Aucun nom n'avait jamais été associé, mais le souvenir était resté. Miss Marple le remercia discrètement, son esprit rassemblant ce nouveau fil conducteur dans le schéma croissant. Des fonds manquants, un colonel en colère, un clerc renvoyé, ses liens se resserraient. Le lendemain, elle organisa une autre épreuve, cette fois à l'Homme Vert, où beaucoup se rassemblaient pour échapper au froid de la brume. Miss Marple, tricotant dans un coin, remarqua de sa voix douce qu'elle avait connu un cas où un homme avait tenté de détruire un registre en arrachant une seule page
pensant que cela le sauverait, mais que la page manquée avait causé sa perte. Elle le dit avec un léger sourire, comme pour raconter une anecdote insignifiante, mais elle en vit immédiatement les faits. M. Pritchard laissa tomber sa chope avec fracas, la main tremblante. La cuillère de Madame Harkness heurta sa tasse. Et M. Hargreaves, resté silencieux jusque-là, laissa échapper un rire bref et rauque, affirmant que de telles histoires avaient leur place dans les romans à 1 sou. L'inspecteur fulmina en affirmant que les histoires de la vieille dame ne faisaient qu'embrouiller les choses. Mais les villageois ne l'écoutaient plus. Leurs regards s'étaient tournés, perçants et vigilants, vers leurs voisins. Miss Marple savait que le masque du meurtrier tombait, mais elle était patiente. Elle avait appris depuis longtemps qu'insister trop tôt ne faisait qu'enfouir la culpabilité. L'important était de laisser la nature humaine se trahir. Les personnes sous tension commettent des erreurs. Elles parlent trop vite, nient avec trop d'empressement, ou révèlent des connaissances qu'elles ne devraient pas posséder. Elle poursuit donc son travail discret, tendant ses petits pièges et observant les ondes se propager. Ce soir-là, Madame Fletcher revint à son cottage, le visage blême d'inquiétude. Elle avoua qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle avait surpris une dispute quelques semaines auparavant, juste devant le bureau du notaire. Harold Sims avait confronté M. Hargreaves, l'accusant de fraude et de falsification des comptes du colonel. Elle n'avait pas compris sur le moment, mais maintenant c'était clair. Le colonel avait soupçonné, Sims avait découvert des preuves, et quelqu'un l'avait réduit au silence pour cacher la vérité. Miss Marple écouta avec son calme habituel, puis serra la main de la veuve et dit seulement « C'est toujours le plus sombre juste avant que l'heure ne sonne. » Le lendemain matin, l'inspecteur convoqua une réunion à la salle paroissiale, dans l'intention de déclarer Alice Martin formellement accusée. Les villageois s'assemblèrent, mais leurs visages étaient méfiants, leurs voix étouffées. Miss Marple était assise tranquillement au premier rang, son panier à tricot à ses pieds. L'inspecteur se lança dans son discours, mais il s'interrompit lorsque les villageois commencèrent à murmurer entre eux, remettant en question ses affirmations. Lorsqu'il tonna qu'Alice s'était introduite chez Madame Harkness, Madame Dawlish l'interrompit, affirmant avoir aperçu une grande silhouette dans le chemin cette nuit-là, bien trop grande pour être Alice. D'autres acquiescèrent, enhardis, et bientôt la certitude de l'inspecteur sonna creux. Miss Marple laissa le débat suivre son cours avant de se lever avec sa douce autorité. Elle parla de l'importance des petites choses, des égratignures sur une porte, une page oubliée, un rire trop vif, un déni trop rapide. Elle ne dit rien ouvertement, mais ses mots traçaient une image plus claire qu'une accusation. Les villageois penchés en avant le constatèrent. Ils se regardèrent avec un regard neuf, et lorsqu'elle marqua une pause, le silence s'emplit d'une compréhension tacite. La vérité se rapprochait, et chacun le sentait. À la fin de la réunion, l'inspecteur s'éloigna, frustré, son autorité lui glissant entre les doigts. Les villageois s'attardèrent, parlant doucement, échangeant des regards chargés de suspicion. Miss Marple rentra chez elle à son rythme tranquille, la brume s'enroulant autour d'elle. Elle mit sa bouilloire à bouillir, s'installa dans son fauteuil et reprit son tricot. Le patron était presque terminé. Il ne restait plus que quelques mailles à raccommoder. Elle savait que le meurtrier était au bord de la rupture. Encore un test, encore un petit coup de pouce, et la vérité jaillirait aussi sûrement que le coucou de son horloge. Les jours qui suivirent furent lourds d'inquiétude, la brume refusant de se lever de Little Brimwell, comme si elle conspirait avec les secrets du village pour les retenir. Les gens marchaient plus vite, parlaient à voix basse et fermèrent leurs portes plus tôt. Les rumeurs tourbillonnaient plus épaisses que le brouillard, mais sous elles coulait le flot constant de la peur. Ce n'était plus la peur d'Alice Martin, dont la silhouette pâle s'attardait dans l'ombre, les yeux écarquillés et perplexes, mais la peur de quelque chose de plus grand, de tisser dans la trame même de leur vie. Miss Marple, assise près de la fenêtre de son salon, son tricot étalé sur ses genoux, n'avait nul besoin de commérage pour connaître cette vérité. Elle l'avait perçue dans le tic des mains de M. Pritchard,
dans les réponses évasives de Madame Harkness, dans les stores fermés de l'avocat. Les coupables, elle le savait, étaient toujours trahis par le moindre geste. Il lui suffisait d'attendre le bon moment pour tirer sur le fil et voir le vêtement tout entier se défaire. Cela arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Par un matin gris, Madame Dawlish fit irruption au presbytère, les yeux hagards, déclarant avoir aperçu quelqu'un ramper près du cimetière à l'aube. Elle prétendit qu'il s'agissait d'un homme grand, rapide, portant quelque chose sous son manteau. Le pasteur tenta de la calmer, mais à midi l'histoire s'était répandue dans tout le village. Le meurtrier, disait-elle, était revenu pour cacher d'autres preuves. L'inspecteur, convoqué avec véhémence et indignation, se rendit au cimetière suivi d'une petite foule. Ils ne trouvèrent rien au début, seulement de la terre humide et des pierres tombales penchées. Puis un garçon cria en désignant le pied de l'if. Enfoui à fleur de terre, une liasse de papier déchiré gisait, l'encre brouillée par l'humidité, mais la main du colonel était encore visible par endroits. L'inspecteur s'empara de cette découverte avec ravissement, rugissant qu'elle prouvait la culpabilité d'Alice sans l'ombre d'un doute. Qui d'autre cacherait des preuves compromettantes en terre sacrée? Mais Miss Marple, debout à l'écart de l'assemblée, observait attentivement. Ce n'était pas la réaction d'Alice qui l'intéressait. La jeune fille pleurait seulement en silence dans les bras de sa mère. Non, c'était M. Hargreaves qui attirait son attention. Il s'était avancé pour examiner le paquet, et à cet instant, son visage le trahit. Non pas l'horreur ni la surprise, mais quelque chose de plus net, fugace, presque de panique. Il se força rapidement, mais Miss Marple l'avait vu. C'était le même regard qu'elle avait déjà remarqué lorsqu'il était question de papier. Et dans la nature humaine, elle le savait. Une fois qu'un masque tombe, il ne lui va plus aussi bien. Les villageois furent déstabilisés par cette découverte. Certains murmurèrent qu'Alice avait bel et bien tenté de se débarrasser des secrets du colonel. D'autres murmurèrent que seul un familier des livres de contes saurait quoi détruire et quoi conserver. Ce soir-là, les discussions au manoir vert furent animées, les voix s'élevèrent, les accusations lancées à la fois pour plaisanter et pour le plus grand sérieux. L'inspecteur tonna, mais ses paroles les submergèrent sans conviction. Les gens avaient commencé à se fier davantage à leurs propres yeux qu'aux siens. Miss Marple était assise tranquillement à sa place habituelle, ses aiguilles remuant lentement. Lorsque la pièce se tut un instant, elle remarqua de sa voix douce qu'il était curieux que certains papiers aient été enterrés et d'autres brûlés, comme si les coupables ne savaient même pas quelle méthode de destruction les sauverait. Elle parla sans regarder personne, mais ses mots tombèrent comme des pierres dans une mare. Madame Harkness faillit renverser sa tasse. Monsieur Pritchard remua mal à l'aise, et Monsieur Hargreaves marmonna quelque chose à propos de contes de vieilles femmes, d'une voix trop aiguë, trop cassante. Le lendemain matin, Miss Marple partit en promenade, le pas posé, le regard perçant. Elle s'arrêta chez l'horloger sous prétexte de demander une réparation. Monsieur Pritchard, le visage rouge et agité, lui assura que ce serait fait, bien qu'elle ne lui eût jamais confié d'horloge à réparer. Elle sourit faiblement, et fit remarquer à haute voix que les coucous étaient des objets curieux. Ils sonnaient, qu'on le veuille ou non, révélant l'heure même à ceux qui préféreraient la cacher. L'homme laissa tomber un rouage qu'il était en train de polir, les mains maladroites, et marmonna sur la bêtise de tels engins. Miss Marple le laissa à son inconfort, satisfaite d'avoir compris ce dont elle avait besoin. La culpabilité, si lointaine fût-elle, l'avait lui aussi touché. Ce soir-là, Madame Fletcher revint, pâle et tremblante. Elle avoua avoir surpris une autre dispute quelques jours avant la mort de Sims. Elle n'avait pas seulement eu lieu avec Hargreaves, mais aussi avec Madame Harkness. Sims l'avait accusée de détenir des lettres qui ne lui appartenaient pas, des lettres qui prouvaient une fraude comptable. Madame Fletcher avait pris la fuite avant d'en savoir plus, mais le souvenir la hantait. Mademoiselle Marple la remercia gentiment, ses soupçons confirmés. Le filet de la culpabilité s'étendait sur plusieurs villageois, chacun empêtré dans les papiers cachés du colonel. En même temps, elle sentait le meurtrier devenir désespéré.
Le cambriolage, le paquet enterré, les colères qui montaient, tout cela témoignait d'une perte de contrôle. Et le désespoir, elle le savait, était toujours la dernière étape vers la révélation. Elle résolut d'exercer une pression discrète supplémentaire, une ultime épreuve qui forcerait la main coupable à se révéler. Le lendemain, elle invita un petit groupe à prendre le thé dans sa chaumière. Madame Harkness, Monsieur Pritchard et Monsieur Hargreaves parmi eux, ainsi que Madame Fletcher pour équilibrer les choses. Elle servit du thé, offrit des scones et parla de la vie du village avec sa douceur et son humour errant. Puis, aussi désinvolte qu'on puisse évoquer la météo, elle dit avoir pensé à Harold Sims, combien il était curieux qu'un homme, renvoyé de son poste de commis, en sache autant sur la comptabilité. Elle se demanda à voix haute s'il avait peut-être laissé une copie de ses découvertes en lieu sûr, à la poste peut-être, ou confié à un ami. L'effet fut immédiat. Madame Harkness s'étouffa avec son thé. Monsieur Pritchard fixait sa tasse, les jointures blanches, et Monsieur Hargreaves, le visage pâle sous son visage poli, laissa échapper un rire trop fort, déclarant que Sims avait été un imbécile, incapable d'une telle prévoyance. Mademoiselle Marple sourit doucement, comme amusée par son éclat. Mais intérieurement, elle savait que le piège était tendu. Seuls les coupables seraient aussi prompts à nier une possibilité que personne d'autre n'avait suggérée. Lorsque ses invités partirent, Miss Marple s'assit seule près de son feu, ses aiguilles cliquetant doucement. Le schéma était maintenant parfait. Chaque réaction, chaque faux pas, chaque déni nerveux s'était parfaitement mis en place. Elle savait qui avait tué Harold Sims, qui avait fouillé les papiers du colonel, qui avait tenté d'enterrer la vérité. L'heure était proche, et bientôt, avec la discrétion qu'elle avait toujours choisie, elle le révélerait. Dehors, la brume se pressait contre les fenêtres, et le village était silencieux. Mais sous ce silence coulait un courant de peur et d'attente, comme si chaque villageois pressentait ce que Miss Marple savait déjà. La vérité allait frapper, soudaine et irrévocable, tel le coucou s'élançant pour annoncer l'heure à laquelle nul ne pourrait échapper. Le matin se leva dans un silence tendu, la brume plus basse qu'auparavant, ondulant le long des haies et s'infiltrant dans chaque ruelle de Little Brimwell. Aucun chant d'oiseau ne venait adoucir l'air. Seul le son lointain de la cloche de l'église semblait lourd de pressentiment. Les villageois vaquaient à leurs occupations à voix basse, parlant peu, jetant souvent des coups d'œil par-dessus leur épaule, comme s'ils attendaient la vérité surgir de derrière la porte d'une chaumière. L'affaire, sentait-il, touchait à sa fin. Et pourtant, personne n'osait exprimer à voix haute ce qu'il soupçonnait déjà. Miss Marple se leva tôt, les doigts occupés à tricoter, assise près de sa fenêtre. Le fil glissa doucement sur ses aiguilles, le motif apparaissant net et précis, tout comme le modèle du comportement humain s'était imposé à elle. Chaque maille était un mot prononcé trop vite, un regard évité, un déni trop véhément. Le motif lui était désormais clair, mais elle ne se précipita pas pour le dévoiler. La vérité, elle le savait, devait être révélée au moment opportun, de peur d'être rejetée par la panique ou cachée à nouveau par la honte. Elle attendit, patiente comme toujours, que le moment soit venu. L'inspecteur Cray, de plus en plus frustré, convoqua un nouveau rassemblement dans la salle paroissiale. Il avait l'intention, disait-il, de clore définitivement l'affaire, de porter plainte contre Alice Martin et de faire taire les rumeurs. Sa voix tonitruante résonna dans tout le village, et à midi la salle était pleine. Les hommes se tenaient debout, les bras croisés, les femmes serrées les unes contre les autres, leurs châles serrés, et Alice elle-même était assise, pâle et tremblante, à côté de sa mère. L'inspecteur frappa du poing sur le pupitre, déclarant qu'il avait tout ce qu'il fallait. Mais cette fois, la foule ne répondit ni par des hochements de tête ni par des applaudissements. Les gens s'agitèrent avec inquiétude, échangeant des regards, murmurant des doutes. Miss Marple, assise tranquillement au premier rang, savait que le moment était venu. Elle se leva lentement, son tricot sur les genoux, la voix douce mais porteuse. Elle demanda, comme si elle ne s'adressait à personne en particulier, s'il n'était pas curieux que des papiers aient été à la fois brûlés et enterrés,
que 2 méthodes de destruction aient été tentées. Une seule aurait sûrement suffi, à moins bien sûr qu'il n'y ait eu plus d'une main coupable. Les murmures s'amplifièrent, les villageois se penchant, leur malaise se transformant en soif de vérité. L'inspecteur Cray lui aboya de s'asseoir, mais elle poursuivit doucement, presque comme si elle songeait à elle-même. Elle évoqua à voix haute les soupçons de fraude du colonel, ses démêlés avec le notaire, le renvoi ignominieux du greffier. Elle parla de la lettre cachée de Madame Harkness, de la main tremblante de M. Pritchard, des dénégations trop rapides de Hargreaves. Elle n'accusait pas encore, mais elle brossait le tableau d'un trait si sûr que les villageois eux-mêmes commencèrent à le percevoir. Ils tournèrent les yeux, un à un vers le notaire, raide et pâle, debout au fond. Hargreaves rit d'un rire rauque, disant que c'étaient des sottises tirées de ragots, mais sa voix sonnait creux. Miss Marple, les mains soigneusement jointes sur son tricot, fit remarquer qu'Harold Sims n'avait pas été un imbécile. Un employé licencié pouvait encore se souvenir de chiffres suffisamment précis pour déceler des incohérences, reconnaître les falsifications de comptes. Et peut-être avait-il confronté les responsables, pensant que sa découverte restaurerait sa réputation. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer avant d'ajouter qu'une telle connaissance était dangereuse pour un homme qui profitait de la tromperie. Quelqu'un avait tué pour le réduire au silence, laissant ainsi derrière lui les traces mêmes qu'il cherchait à effacer. Les villageois reprirent leur souffle à l'unisson, l'air tendu sous le poids de ses paroles. M. Pritchard marmonna de vieilles histoires absurdes, les yeux rivés au sol. Madame Harkness serrait son châle, les joues s'assombrissant. Mais ce fut Hargreaves qui rompit le silence. Il s'avança, le visage blême, les yeux brûlants, et cria que Sims n'avait été qu'un menteur, un maître chanteur, un misérable qui méritait ce qu'il avait subi. La salle s'exclama. Mademoiselle Marple, l'air calme, observa doucement que personne n'avait parlé de chantage. Le silence qui suivit fut assourdissant. Hargreaves hésita, la bouche ouverte et fermée, son sang-froid brisé. L'inspecteur fulmina, exigeant l'ordre. Mais les yeux des villageois étaient désormais fixés sur l'avocat, leurs murmures perçants, marqués par la prise de conscience. Hargreaves fulminait, pensant qu'ils étaient tous contre lui, que Sims avait menacé de le dénoncer, qu'il n'avait pas le choix. Ses paroles jaillirent trop vite, trop amèrement, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin la gravité de son erreur. Il tenta de se reprendre, de nier ce qu'il avait laissé échapper, mais la salle en avait assez entendu. Miss Marple, la voix toujours calme, dit seulement que la nature humaine était toujours ainsi. La culpabilité, lorsqu'on la pressait, parlait toujours d'elle-même. Elle expliqua gentiment comment Hargreaves avait profité de la falsification des comptes du colonel, comment Sims l'avait découverte, comment lettres et papiers avaient été dispersés parmi les villageois comme des boucliers involontaires. Lorsque Sims avait réclamé justice, Hargreaves l'avait abattu dans la chaumière fermée à clé, certain que la vérité serait enterrée avec lui. Mais la culpabilité n'avait jamais été aussi nette. Le cambriolage, le paquet enterré, les paroles inconsidérées, tout cela l'avait trahi. L'inspecteur, le visage rouge et crachotant, aboya pour que les agents arrêtent l'avocat. Hargreaves se débattit, criant que tout cela n'était que mensonge, mais ses protestations tombèrent à plat face au silence pesant de ses voisins. Madame Harkness sanglota doucement. M. Pritchard se détourna, et Madame Fletcher pleura à chaudes larmes, son soulagement mêlé de chagrin. Les agents emmenèrent Hargreaves, ses cris se fondant dans la brume extérieure. La salle resta silencieuse, les villageois se dévisageant comme s'ils voyaient chaque visage sous un nouveau jour. Miss Marple se rassit, son tricot sur les genoux, et fit remarquer à voix basse que c'était une triste histoire. Fraude, orgueil, peur, des fils trop courants dans la vie humaine. Et lorsqu'ils s'entremêlent, ils mènent à la tragédie. Elle regarda Alice Martin, assise dans un silence stupéfait à côté de sa mère, et lui adressa un léger sourire. L'innocence de la jeune fille était désormais évidente. Son calvaire touchait à sa fin, même si les cicatrices du soupçon mettraient du temps à s'estomper. Lorsque le rassemblement se dispersa,
Les villageois se répandirent dans la brume, la voix basse, le pas lourd. Ils porteraient l'histoire pendant des années, comme toujours dans les villages, chaque récit la façonnant à nouveau, mais aucun n'oublierait le jour où le masque tomba de l'un des leurs. Miss Marple rentra chez elle à son rythme tranquille, le brouillard se dissipant doucement devant elle. De retour à son chalet, elle mit sa bouilloire à bouillir, rapprocha sa chaise du feu et reprit son tricot. Le modèle était terminé, le dessin achevé, chaque fil étant exactement à sa place. Le coucou du presbytère sonna l'heure, son appel faible à travers la brume, et Miss Marple sourit intérieurement. Le temps, pensa-t-elle, avait révélé ce que la tromperie cherchait à dissimuler. Comme toujours, la salle s'était vidée après la déclaration tonitruante de l'inspecteur, mais l'air de Little Brimwell restait chargé d'une charge électrique. Les villageois parlèrent d'une voix tendue en s'éloignant, serrant leurs châles et leurs chapeaux, comme si la brume pouvait leur murmurer des secrets. L'image de M. Hargreaves, arrachée par les agents, leur restait gravée dans la mémoire. Rares furent ceux qui dormirent bien cette nuit-là, et dans plus d'un cottage les lampes brûlèrent tard. Ce n'était pas tous les jours, après tout, que le visage tranquille de la respectabilité se révélait être le masque d'un meurtrier. Miss Marple, dans son modeste salon, restait éveillée elle aussi, sans toutefois éprouver d'inquiétude. Assise près du feu, ses aiguilles s'activaient doucement, l'air pensif. Ce n'était jamais l'arrestation qui la satisfaisait, c'était la compréhension. Et elle savait, même si l'inspecteur se félicitait et que les villageois murmuraient leur soulagement, que l'histoire n'était pas encore terminée. La nature humaine, se rappela-t-elle, n'était pas aussi simple. Chaque fil de vérité devait être dégagé, expliqué, soigneusement mis en place, sinon les soupçons qui persistaient dans les recoins ne se dissiperaient jamais complètement. Le lendemain matin, elle se rendit au presbytère, où le vicaire et Madame Fletcher l'attendaient anxieusement. Madame Fletcher, pâle et tremblante, avoua qu'elle se sentait encore en partie responsable de ne pas avoir parlé plus tôt de ce qu'elle avait vu. Mademoiselle Marple la rassura gentiment, lui faisant remarquer que la conscience travaillait souvent plus lentement que la peur, mais qu'elle arrivait tout de même à son but. Le vicaire, cependant, insista. L'affaire était-elle vraiment réglée? Hargreaves était-il le seul coupable? Son ton exprimait le malaise d'un homme qui avait veillé sur ses ouailles assez longtemps pour savoir que l'agitation ne disparaît jamais tant que la vérité n'était pas révélée. Miss Marple acquiesça. Elle dit que l'arrestation de l'inspecteur n'était que le début de la fin et non la fin elle-même. La mort du colonel, le sort d'Harold Sims, les papiers éparpillés, tout cela était un nœud, et il fallait le démêler pour que le village retrouve la paix. Elle suggéra de sa voix douce que la salle paroissiale soit rouverte ce soir-là, afin que chacun puisse entendre la vérité dans son intégralité. Le vicaire, soulagé, promit de prendre les dispositions nécessaires. Au crépuscule, les villageois se rassemblèrent à nouveau, leurs lanternes brillant dans la brume, tandis que les gens entraient en traînant les pieds dans la salle. Leurs visages étaient tendus par la curiosité et la fatigue, car les rumeurs n'avaient pas cessé depuis la veille. Certains prétendaient qu'Hargreaves avait tout avoué. D'autres murmuraient qu'il niait tout. L'inspecteur se pavanait au premier rang, clamant haut et fort sa décision, mais ses paroles heurtèrent la salle comme de la paille mouillée. C'était Miss Marple qu'ils observaient. Elle resta assise en silence, son panier à tricot à ses pieds, jusqu'à ce que le murmure s'éteigne. Puis, se levant d'un mouvement infime, elle s'adressa à eux. Elle commença non par une accusation, mais par une observation. Elle leur rappela le cri dans la nuit, et la silhouette aperçue fuyant la maison du colonel. Madame Fletcher avait parlé d'un homme grand, large d'épaules, et non de la jeune fille frêle que l'inspecteur avait si vite accusée. Les empreintes de pas, elles aussi, étaient plus profondes que celles d'Alice Martin. Les villageois hochèrent la tête, se souvenant. Mademoiselle Marple parla ensuite de la page du grand livre qu'elle avait trouvé à moitié cachée, des sommes inscrites et de la phrase énigmatique « à régler ». Ce n'était pas, dit-elle, l'écriture d'un commis négligent, mais la preuve de compte volontairement falsifiée.
Elle parla ensuite de la lettre cachée de Madame Harkness, de ses mains tremblantes face à elle, du morceau de papier à moitié brûlé dans son bureau. Non coupable de meurtre peut-être, mais coupable d'avoir gardé ce qu'elle n'aurait pas dû avoir. Les affaires du colonel, expliqua-t-elle, avaient touché de nombreuses vies à Little Brimwell, et plus d'un voisin avait cherché à enterrer son propre embarras avec l'homme lui-même. Puis vint M. Pritchard, dont l'air renfrogné et les mains tremblantes le trahissaient dès qu'il était question d'horloge à coucou ou de registre. Miss Marple dit qu'elle pensait qu'il avait été un jour entraîné dans les manigances de Hargreaves, peut-être à cause d'une dette, peut-être par faiblesse, mais que ce n'était pas lui qui avait porté le coup fatal. Sa inculpabilité résidait dans le silence et la lâcheté, non dans le meurtre. M. Pritchard baissa la tête, le visage écarlate, tandis que les villageois murmuraient avec inquiétude. Finalement, elle se tourna vers l'avocat. Elle expliqua comment Harold Sims, licencié depuis longtemps, avait reconnu les schémas habituels de fraude en examinant les papiers du colonel. Il était venu à Little Brimwell non par hasard, mais pour affronter Hargreaves, pour enfin lui donner raison. Et Hargreaves, craignant la ruine, l'avait attiré au cottage sous un faux prétexte, pour le réduire au silence à jamais. Le cambriolage chez Madame Harkness et le paquet enterré dans le cimetière avaient été des tentatives désespérées pour effacer les traces de sa tromperie. Les villageois restèrent figés, penchés en avant, comme si chaque mot les rapprochait de la vérité. Lorsque Miss Marple marqua une pause, la salle fut plongée dans un silence absolu. Puis elle ajouta de sa voix calme que la preuve la plus accablante ne provenait ni de documents ni de témoins, mais de la bouche même de Hargreaves. Ses propos sur le chantage avaient révélé des connaissances qu'aucun innocent n'aurait pu posséder. En cet instant, son masque était tombé irréparable. Il y eut un soupir collectif, un bruissement tandis que le poids de la compréhension traversait la pièce. Madame Fletcher pleurait doucement. Madame Harkness serrait son châle, et M. Pritchard restait figé comme une pierre. L'inspecteur s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre son autorité, mais ses déclarations tonitruantes résonnaient désormais comme des échos dans une salle déjà imprégnée de vérité. Miss Marple ne jubilait pas et ne s'attardait pas. Elle leur rappelait simplement que la culpabilité n'était pas toujours imputable au meurtrier. Le silence, la peur, la cupidité, tout cela contribuait à façonner la tragédie. Elle les exhortait avec douceur mais fermeté à en tirer les leçons, à se rappeler que même dans un village tranquille, les secrets s'envenimaient jusqu'à empoisonner tout ce qu'ils touchaient. La mort du colonel était l'œuvre d'un seul homme, mais l'ombre qu'elle projetait avait été amplifiée par de nombreux autres. Le hall se vida lentement, les voisins se regardant d'un regard neuf, comme si les visages familiers qu'ils avaient toujours connus s'étaient assombris. Alice Martin, pâle mais soulagée, serrait la main de sa mère tandis que les gens évitaient son regard, honteux désormais des soupçons qu'ils avaient jetés sur elle. Madame Fletcher embrassa la main de Miss Marple en signe de gratitude, murmurant qu'elle les avait tous sauvés d'une terrible erreur. Miss Marple se contenta d'un faible sourire et dit que c'était du bon sens. Ce soir-là, dans sa chaumière, elle se servit une modeste tasse de chocolat chaud et reprit son tricot. Le modèle était terminé, tous les fils étaient comptés. Pourtant, son cœur n'était pas léger. Justice avait été rendue, certes, mais les blessures subsistaient. Le village mettrait du temps à guérir, et certaines blessures pourraient ne jamais se refermer complètement. La nature humaine était rarement soignée. Pourtant, la vérité avait éclaté au grand jour, et c'était, pensait-elle, tout ce qu'on pouvait demander. Le coucou du presbytère sonna faiblement l'heure à travers la verdure. Miss Marple écoutait, ses aiguilles s'arrêtant, et elle songea que le temps lui-même avait été témoin du crime. Il avait patiemment tic-tac, pendant que des mensonges étaient proférés, que des papiers étaient cachés, que la culpabilité rongeait sous la surface. Et finalement, comme toujours, le temps avait tout mis au jour. Les jours qui suivirent le rassemblement à la salle paroissiale semblèrent s'écouler comme si le village lui-même respirait après avoir trop longtemps retenu son souffle. Pourtant,
Bien que M. Hargreaves fût sous les verrous, gardé par des agents de police qui allaient et venaient avec des bottes inconnues le long du chemin, l'atmosphère n'était pas au triomphe. Soulagement peut-être, que la silhouette obscure qui rôdait parmi eux ait été nommée, mais aussi honte, un sentiment sourd et lancinant que chacun à Little Brimwell avait contribué à laisser les soupçons s'envenimer et retomber sur les mauvaises épaules. Alice Martin ne marchait pas plus librement malgré son innocence. Les regards qu'elle croisait dans la rue étaient plus doux maintenant, mais ils étaient empreints de malaise, comme si les villageois ne parvenaient pas à la regarder dans les yeux pour se souvenir de ce qu'ils avaient cru. Miss Marple le vit avec son calme habituel. Elle ne gronda ni ne réconforta, se contenta de le remarquer, car elle savait que la guérison de telles blessures n'appartenait pas à un détective, mais au temps. Elle-même traversait les ruelles, son tricot à la main, s'arrêtant pour parler gentiment à ceux qui se retrouvaient à la dérive après le scandale. Madame Harkness, qui avait failli s'effondrer sous le poids de ses demi-vérités, traînait les pieds, les yeux baissés, murmurant des lettres qu'elle aurait aimé brûler depuis longtemps. M. Pritchard réparait des horloges dont les aiguilles tremblaient plus qu'autrefois, car le village se souvenait trop bien comment la culpabilité lui avait rougi le visage, alors qu'il n'aurait pas dû. Même Madame Dawlish, dont le plaisir à chuchoter avait si souvent alimenté les commérages, était atténuée, comme si la conscience que son bavardage avait failli condamner une jeune fille innocente pesait sur sa langue. Pendant ce temps, l'inspecteur Cray se pavanait avec moins d'assurance qu'auparavant. Bien qu'il affirmât à qui voulait l'entendre que sa fermeté avait abattu le coupable, les villageois savaient qu'il n'en était rien. Ils l'avaient vu s'accrocher obstinément à une réponse facile, et ils avaient constaté que c'étaient les paroles calmes de Miss Marple, et non ses déclarations tonitruantes, qui avaient révélé la vérité. Ils l'évitaient désormais dans la rue, lui adressant des hochements de tête raides plutôt que des remerciements, bien que Miss Marple s'en fichât. Elle n'avait jamais recherché le crédit, et elle savait que les hommes comme lui accordaient trop d'importance à leur dignité pour supporter le souvenir de leurs propres erreurs. Ce fut Madame Fletcher qui vint la voir un soir, apportant un panier de scones comme récompense pour sa tranquillité d'esprit. Assise dans le salon de Miss Marple, les mains croisées sur ses genoux, elle raconta combien le souvenir du cri la hantait encore. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, disait-elle, en racontant ce qu'elle avait vu, mais elle craignait qu'il ne soit trop tard. Miss Marple lui serra doucement la main, l'assurant que la vérité, même tardive, valait toujours la peine d'être dite. C'était le silence et non la lenteur qui alourdissait la culpabilité. Madame Fletcher pleura doucement, puis la remercia avec une gratitude que les mots ne pouvaient exprimer. Alice Martin vint aussi, conduite par sa mère, son visage pâle trahissant à la fois le soulagement et la douleur tenace de la méfiance. Elle murmura qu'elle pensait que le village ne la regarderait plus jamais de la même manière. Miss Marple lui sourit gentiment et lui dit que le temps avait le don d'adoucir même les impressions les plus dures, comme l'eau polit la pierre. Les villageois n'oublieraient peut-être jamais leurs soupçons, mais un jour, ils se souviendraient d'elle comme d'un autre monde que l'ombre d'eux. Alice hocha la tête, même si le doute persistait dans ses yeux, car la jeunesse ne porte pas les cicatrices aussi légèrement que l'âge le laisse supposer. Le cottage où tout avait commencé était silencieux, ses fenêtres éteintes, sa porte verrouillée. Les enfants passaient devant en riant nerveusement, se défiant les uns les autres de s'approcher. Pourtant, même leur jeu était discret, car l'endroit portait désormais le poids d'une histoire qu'ils comprenaient à moitié. Miss Marple passa devant, ne s'arrêtant que pour jeter un coup d'œil à la porte, et pensa à Harold Sims, dont le nom s'effaçait déjà de leurs lèvres. Un homme solitaire, rejeté et méprisé, qui avait enfin tenté de reconquérir son honneur et l'avait payé de sa vie. Sa tragédie, songea-t-elle, ne résidait pas seulement dans sa mort, mais dans la petitesse avec laquelle on se souviendrait de lui. Et pourtant, pensa-t-elle, ainsi va souvent le monde. Le dimanche,
Le vicaire prêcha doucement la justice et la vérité, d'une voix grave et grave, le regard fixé sur ceux qui s'agitaient sur leurs bancs. Les villageois écoutaient en silence, la tête baissée, leurs pensées s'inspirant d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sortirent, leurs regards se firent plus doux, leurs paroles plus rares. L'ombre sur Little Brimwell ne s'était pas entièrement dissipée, mais elle s'était amincie, comme si le jour perçait enfin la brume. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, son tricot terminé, le patron achevé. Elle le posa et croisa les mains sur ses genoux, ses pensées vagabondant. La nature humaine, songea-t-elle, était toujours la même. L'orgueil, l'avidité, la peur et la honte se mêlaient à des tragédies aussi vieilles que le monde. On croyait les villages paisibles, mais elle savait qu'il n'en était rien. La proximité des vies, l'entrelacement des fortunes et des secrets engendrait jalousie et ressentiment aussi sûrement que dans une grande ville. La seule différence était qu'au village, les masques étaient plus fins, et lorsqu'ils glissaient, la chute était plus dure à supporter. Elle pensa à Hargreaves, autrefois si raffiné, aujourd'hui un homme brisé attendant son jugement. Elle pensa à Madame Harkness, serrant son châle comme pour dissimuler ses tremblements. Elle pensa à Alice, dont l'innocence avait été mise en doute par ceux qui l'avaient connue toute sa vie. Chacune portait désormais des cicatrices, quoique de formes différentes. Et elle pensa aussi à elle-même, non pas avec fierté car elle n'avait pas résolu d'énigme, mais avec une sorte d'acceptation lasse. Elle avait simplement fait ce qu'elle avait toujours fait. Observer, écouter, comprendre. Le coucou, avec sa patiente sonnerie des heures, en avait été un symbole approprié. Le temps avait révélé ce que la tromperie avait tenté d'enterrer, et elle n'avait fait que souligner ce qui était déjà visible. Dehors, le village était enfin silencieux. La brume commençait à se lever. La lune brillait faiblement au-dessus des toits, et les chaumières semblaient respirer plus librement. Pourtant, Miss Marple savait que sous leur paix résidaient les mêmes vieilles vérités, attendant une nouvelle heure, un autre moment où l'orgueil, la peur ou la cupidité ressurgiraient. Elle soupira doucement, prit sa lampe et se prépara à se coucher. En tirant les rideaux, elle aperçut l'horloge du presbytère de l'autre côté de la verdure. Elle sonna l'heure, le petit coucou bondissant de son chant boisé. Elle sourit faiblement, car cela lui semblait un rappel de tout ce qui s'était passé. La mort avait bel et bien sonné dans l'horloge du coucou, mais la vie, elle aussi, continuait. Le lendemain, les gens bavarderaient, se disputeraient, prépareraient du thé, feraient du pain, et parleraient du temps. Et lentement, comme toujours, le village reprendrait son cours. Le cycle recommencerait comme toujours, et Miss Marple, assise tranquillement dans son fauteuil, serait là pour observer, pour écouter, pour voir la vérité dans les plus petites choses. Le procès de M. Hargreaves eut lieu quelques semaines plus tard à Brenton, la ville la plus proche, dotée d'une cour d'assises. Quelques habitants de Little Brimwell firent le déplacement, mais la plupart restèrent sur place préférant entendre le verdict de vive voix plutôt que d'affronter la rigueur d'une justice rendue publiquement. Il fut reconnu coupable, comme Miss Marple l'avait prévu, ses propres paroles et le flot de documents le condamnant plus fermement que n'importe quel témoignage. Il entra en prison en homme ruiné, dépouillé de sa dignité, son nom n'étant murmuré qu'avec mépris. Pour les villageois, cependant, la vie reprit peu à peu son rythme. La cloche de l'épicier sonnait de nouveau le matin. La poste résonnait de rumeurs, et les enfants reprenaient leur jeu sur la pelouse, même s'ils continuaient à courir devant la maison du colonel d'un pas rapide. Pourtant, une certaine sobriété persistait. Ils avaient assez vu à quel point ils avaient failli détruire Alice Martin avec leur hâte et leur bavardage. Ils avaient vu des voisins, des gens qu'ils croyaient connaître, s'effondrer sous le soupçon. Ils parlaient plus doucement maintenant, moins de mots acerbes et de plus longs silences. C'était comme si le village avait vieilli en une seule saison. Alice, bien que blanchie, affichait une réserve qui ne lui avait jamais été présente auparavant. Elle ne se mêlait plus aux rires des autres filles près du mur du cimetière, ni ne s'attardait au comptoir de l'épicier. Elle marchait aux côtés de sa mère, les yeux baissés,
et malgré une certaine gentillesse, elle semblait toujours s'y opposer. L'innocence retrouvée, songea Miss Marple, n'était plus celle d'autrefois. Mais avec le temps, peut-être, le poids s'atténuerait. Le temps, elle le savait, est souvent le plus doux des guérisseurs. Madame Harkness évitait toute société, honteuse de son silence et de ses papiers à moitié brûlés. Monsieur Pritchard retourna à ses horloges, bien qu'il ne se vend plus de son art, car le chant du coucou portait désormais en lui l'écho de toute la sinistre affaire. Madame Dawlish resta elle-même, mais même elle semblait apaisée, ses murmures plus calmes, son regard moins audacieux. Le vicaire prêcha plus d'une fois sur l'honnêteté, non pas avec le ton tonitruant de la condamnation, mais avec l'appel de quelqu'un qui souhaite épargner à ses ouailles de nouveaux chagrins. Et Miss Marple, elle reprit sa vie tranquille, tricotant près de sa fenêtre, se servant du thé, écoutant patiemment. Elle ne cherchait pas les louanges, même si beaucoup tentaient de lui en offrir. Elle se contenta de sourire et de dire qu'elle n'avait rien fait de remarquable, observant simplement ce qui était évident. Car pour elle, la vérité ne se cachait pas dans des énigmes compliquées, mais dans la banalité même de la nature humaine. L'avidité déguisée en dignité, l'orgueil déguisé en droiture, la peur déguisée en fanfaronnade, tels étaient des schémas qu'elle avait déjà vus maintes fois. Et une fois le schéma identifié, le dessein était inévitable. Par un après-midi clair, des semaines après le procès, elle passa devant la maison du colonel. La porte était restée verrouillée, les volets tirées, et le lierre avait déjà commencé à s'enrouler plus dru le long des murs. Elle s'arrêta, la contempla et pensa à Harold Sims, le commis solitaire qui avait cherché la rédemption dans la vérité, mais qui avait trouvé la mort à la place. Son nom s'était déjà estompé, de moins en moins prononcé chaque jour. Pourtant, sa découverte avait été la clé, l'étincelle qui avait rallumé toutes les braises cachées. Elle murmura un mot à son intention, puis reprit son chemin. Ce soir-là, installée près de son feu, elle s'accorda un instant de réflexion. Les villages, pensa-t-elle, étaient comme des tapisseries. De loin, ils semblaient intacts et charmants, mais de près, on voyait les nœuds, les fils lâches, les endroits où la main du tisserand avait faibli. Le crime de Little Brimwell n'était pas l'œuvre d'un inconnu, mais le produit de ses défauts, l'orgueil, la tromperie et le silence. C'était tragique, certes, mais pas surprenant. La nature humaine était la même dans chaque village, chaque ville, chaque maison. Il suffisait d'un léger effort pour que toutes les coutures soignées se défassent. Le coucou du presbytère sonna faiblement l'heure à travers la verdure. Miss Marple écoutait, ses aiguilles toujours sur ses genoux, et s'autorisa un léger sourire. Le temps avait révélé la vérité, comme toujours. Et si la justice avait eu un prix, elle avait néanmoins été rendue. Elle se versa une modeste tasse de cacao, la souleva doucement, et se murmura la leçon qu'elle connaissait depuis longtemps, mais que chaque cas confirmait à nouveau. Que la méchanceté pouvait fleurir n'importe où, même parmi les rideaux de dentelle et les portes de jardin, et que le guide le plus sûr vers la vérité n'était pas l'intelligence ou la force, mais l'étude simple et patiente des cœurs humains. Et sur ce, elle retourna à son tricot, le feu crépitant doucement à côté d'elle, tandis que le village à l'extérieur s'installait à nouveau dans une paix précaire.